Bonjour, nous allons commencer cette conférence du 5 à 7 après un long moment d'absence puisque nous avions eu le Covid, on a fait plusieurs 5 à 7 en distanciel, y compris il y a très longtemps, il y a 1 an et demi avec Richard Sennett, nous étions en distanciel parce que la Grande-Bretagne s'était de nouveau confinée et nous n'avons pas pu le faire en direct. Alors, comme le Covid est passé par là, il y a énormément d'inscrits en distanciel et vous êtes quelques-uns à être avec nous et c'est heureux parce que c'est agréable de voir les gens avec lesquels on échange. Alors les 5 à 7, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, j'aimerais rappeler que c'est une invention de François Hacher, qui a été le créateur du club Ville Aménagement. Et François Hacher considérait qu'il fallait que les aménageurs travaillent avec les chercheurs parce qu'on ne pouvait pas expérimenter sur l'architecture comme on expérimentait on ne pouvait pas expérimenter sur l'urbain comme on expérimente sur l'architecture, et donc il fallait que les chercheurs nous aident à réfléchir sur l'urbain et à expérimenter sur leurs propres opérations. Il a également eu l'intuition des 5 à 7 où la société interpelle les aménageurs. Donc, régulièrement, on vous interpelle sur, par exemple, l'écologie et l'habitat, l'économie et l'habitat. Et aujourd'hui, l'urbanisme féministe. Alors, l'urbanisme féministe est un sujet que j'ai proposé au Club Ville Aménagement qui va nous mobiliser beaucoup, sur lequel on va travailler pendant 2 ans avec Jérôme Gauze, ici présent, qui dirige la FAB, et avec Lucille Biarrotte, qui va nous aider, qui a fait une thèse sur le sujet, dans l'objectif à la fois de présenter le sujet au prochain colloque du Club Ville Aménagement, mais surtout de faire un livre et de débattre autour de ces questions. Alors, nous avons voulu inviter une des stars de l'urbanisme féministe, Anna Falloux, que je présenterai. Alors, c'est un terme qu'on nous a pas mal contesté. Alors qu'il est grandement utilisé, notamment en Espagne, en Amérique latine, en France, ça fait un peu grincer des dents. Et ça évoque pour beaucoup de gens la radicalité, le wokisme, la discrimination positive. C'est très étrange parce que très souvent en France, moi qui ne suis pas née en France, je constate qu'on a peur des mots, on a peur des expressions parce qu'elles dérangent. Et en fait, ce que cherchent à faire les urbanistes féministe, c'est faire la ville meilleure pour tout le monde. Et on le verra tout à l'heure avec nos 2 intervenants que je présenterai. Et je pense qu'il faut oser des propos plus directs parce qu'on est quand même dans une période dure où quand on ne dit pas les choses clairement, ben on n'avance pas. Alors notre invitée est Anna Falloux, ici présente, qui vient de loin, puisqu'elle est argentine, elle vient d'Argentine, elle est architecte, urbaniste et elle est activiste sociale. Elle est professeure et chercheuse à l'Université de Cordoba en Argentine. Elle est directrice exécutive de l'ONG CISCA, Ciudades Feministas, les villes féministes. Elle est également conseillère de UN Habitat et elle a été directrice régionale de l'UNIFEM, qui est aujourd'hui l'ONU Femmes, UNW. Alors, elle conduit de très nombreuses initiatives en faveur des droits des femmes dans la ville, en matière notamment d'habitat, mais aussi de mobilité et d'autres sujets. Elle est conférencière, auteure de nombreux ouvrages et articles, et elle a très certainement une influence dans le monde sur le sujet. Elle est moins connue en France, Anna, qu'ailleurs. Et c'est ce que nous ont dit d'ailleurs les jeunes générations qui travaillent sur l'urbanisme féministe en France. Alors, nous avons choisi un débatteur qui est un homme, Bertrand Masson. Nous sommes ravis d'avoir des hommes avec nous, déjà Jérôme Gauze. Et Bertrand est directeur de l'aménagement et des grands projets à la ville de Rouen et à la métropole de Rouen. Et le plus stupéfiant est que Bertrand a initié un travail sur le sujet à partir de l'espace public créé par Jacqueline aussi. Et ça a été sa propre initiative, sans aucune commande politique. Et il a entraîné derrière lui la commande politique et les services. Et il y a encore beaucoup de doutes sur la question. Bertrand essaye aujourd'hui de monter en puissance et de ne pas simplement être sur la question de l'espace public. Et il insistera sur la fragilité des dispositifs. On échangera donc avec lui également. Il réagira à l'intervention d'Anna Falloux. Alors, pour revenir à la conférence à laquelle vous aurez le plaisir d'assister, Anna a été à l'origine de changements culturels, institutionnels, opérationnels,
et en termes de gestion urbaine, parce que la gestion, ça compte beaucoup dans le sujet, et elle va vous parler de l'inclusion des femmes dans la ville et dans le débat urbain. Elle insistera sur le lien entre la forme urbaine et la discrimination. Vous verrez qu'elle va défendre beaucoup la densité. Et elle explique que notamment, expliquera mieux que moi, que les villes distendues sont extrêmement défavorables aux femmes. Elle relie la question d'urbanisme et la question du temps. Vous verrez qu'elle évoquera également la ville du quart d'heure, qu'elle conteste grandement parce que les villes du quart d'heure ne concernent pas du tout les grandes et la ville très étalée en Amérique latine. Alors, elle constate aussi l'intérêt des pouvoirs publics sur le sujet pour ce qu'elle appelle l'urbanisme de l'inégalité. Et nous avons constaté, nous, en France, que le sujet intéressait beaucoup plus les élus que les professionnels. Il y a une forte demande des élus et c'est très intéressant à remarquer. Ça veut dire que nous sommes un peu en retard par rapport à la prise de conscience des élus sur le sujet. Alors, je préfère, plutôt que de commenter ce que va dire Anna, la laisser parler. Elle va parler en espagnol. Pour ceux qui ne le comprennent pas, vous avez un dispositif pour entendre la traduction, que vous soyez ici ou que vous soyez à distance. En tout cas, le PowerPoint a été traduit en français par Clélia Fortier, ici présente, qui fera ensuite le compte-rendu de la séance. Anna. Hola, hola a todos y todas. Un enorme placer estar aquí. Je suis très heureuse de l'invitation de Ariel et le Club de Ville Aménagement. Je he comenzado, voy a hablar en español, a comprender el concepto de aménagement. Estoy muy contenta de estar acá, muy contenta de compartir este espacio con Ariel y con Bertrand, muy interesada en conocer lo que Bertrand está haciendo con el espacio público. Creo que es un desafío para urbanistas y planificadores trabajar sobre el espacio público inclusivo, social y de género. Yo vengo a hablar de un tema que no es sencillo. Si logro convencerles a algunos, al 20% de la audiencia, y sobre todo al 20% de las y los planificadores y las personas que son activas en este club de la Ville Aménagement, en esta nueva miradas y construcciones sobre qué debemos hacer para tener ciudades más vivibles, estaré muy contenta. Como dijo Ariel, voy a tratar de hacer una síntesis de algunos temas y para eso he elegido, a ver si esto funciona. ¿Dónde tengo que apuntarlo? ¿Allá? Sí. No. Ahí está. Puch, pasó de largo. Pasó de largo. Mucho, pasó todo de largo. Bueno, no importa, ya está. Siempre se resuelve. La técnica siempre trae problemas, pero también soluciones. Así que no nos angustiemos por eso. Yo quiero, sí, es la primera. Siempre me preguntan qué es el urbanismo feminista, ¿no? Y yo creo que tengo que empezar diciendo que el urbanismo feminista es un concepto que busca incorporar en un término que también es una transgresión a la diversidad del conjunto de las personas desde una visión plural, desde una visión multicultural, que creo que es la que corresponde al mundo que hoy vivimos, que es un mundo global, un mundo en donde la otredad no cabe más,
porque la concepción de lo igual puesto en valor no nos ha llevado a un buen puerto. Tenemos que pensar en un mundo de lo plural. Y por eso cuando escribimos el concepto del urbanismo feminista, una de las cuestiones que buscamos es interpelar a la construcción patriarcal. No es oponernos a los varones, es interpelar el concepto patriarcal de una sociedad construida en base a un sujeto universal masculino. Entonces quiero revisar rápidamente algunos conceptos, algunos supuestos de partida, algunas metodologías y algunas aproximaciones para trabajar estos temas y ejemplos. Vamos a ver si lo logro. Lo primero que me parece a decir, y acá hay una foto, una imagen de Córdoba, en Argentina, la ciudad en la que yo vivo, en las periferias pobres, las periferias de los basurales, y la otra es una foto de París. Y pareciera que la convivencia que hace a hombres y mujeres en las ciudades, en sus barrios, yo diría en sus propios lugares de vida cotidiana, sus casas, van a estar siempre directamente vinculadas a las experiencias de vida que estos sujetos, varones, mujeres y diversidades tienen. Insisto en que no es lo mismo ir por las ciudades o por las calles con cuerpos de mujeres que con cuerpos de varones, mucho menos con cuerpos feminizados. Y entonces recoger conceptos, como el concepto que nos regaló Doreen Massey, geógrafa extraordinaria, que nos enseñó sobre las representaciones y el valor simbólico del lugar. Ese valor del lugar donde realizamos la vida y cómo eso también se va a reproducir en las formas de hacer el urbanismo y en las formas de pensar la planificación urbana. Y va a tener consecuencias directas para la vida cotidiana de las personas, pero muy en particular para la vida cotidiana de las mujeres. O lo que nos enseña Saskia Sassen cuando nos habla de los bordes, pero no solo de los bordes, de las periferias urbanas que en América Latina, en nuestras ciudades extensas, inacibles, complejas, como diría Canclini, están llevadas a la periferia, ¿no? Llevadas a la periferia ya sea por la mala política de vivienda desarrollada por los estados en la región de mano de los bancos multilaterales, que han sembrado de vivienda los territorios extendiendo indebidamente en nuestras ciudades, como por la ocupación, llamada ocupación ilegal, la ocupación informal de territorios por los más pobres, pero también dentro de las ciudades, los bordes dentro de las propias ciudades, que son los bordes como esta imagen en Buenos Aires, la muy rica ciudad de Buenos Aires, que convive con los asentamientos de la mayor pobreza en los mismos territorios de suelo, muy apetecible por su ubicación en la ciudad. Y mis puntos de partida son muy sencillos. No es lo mismo ser hombres que mujeres, ni cuerpos diversos, dentro de las ciudades y los ámbitos, y sobre todo cuando hablamos de determinados lugares o de determinados horarios en las ciudades o en los barrios. Y también decir que si bien hombres y mujeres pueden vivir condiciones de vulnerabilidades, no ser vulnerables por sí mismos, ni las mujeres ni los hombres, distinguir entre naturaleza y causa de las vulnerabilidades,
las mujeres van a ser mucho más vulnerables que los hombres a esas condiciones de carencia que les toca vivir en el mundo del sur, pero también en el mundo del norte. Y que hay una división del trabajo, la llamada división sexual del trabajo, que va a marcar de manera distinta la vida de mujeres que de varones, porque la vida de las mujeres están asignadas por la división sexual del trabajo a la vida, al cuidado, a la reproducción de la vida, ¿no es cierto? Mientras que hay una concepción estereotipada que imagina a los hombres como productores únicamente y a las mujeres como cuidadoras, como si esto fuera cierto. Basta mirar alrededor de cada una y cada uno de nosotros para saber que esto no es así. Y lo que hablábamos, ¿no? La representación de los lugares, los lugares dentro de la ciudad, pero también la alarmante situación económica que viven las mujeres. Las mujeres en general, y lo dice CEPAL, Naciones Unidas, buscan más empleo que los varones, son la mayoría en el mercado informal, y las mujeres que están por debajo de la línea de pobreza y la línea de indigencia son mayoría que los varones. Y dentro de esas mujeres hay un alto porcentaje de hogares que están solo y únicamente bajo responsabilidad de las mujeres. O sea, son quienes se hacen cargo de sus dependientes. A las mujeres no les hace falta ser madre para ser cuidadoras. Cuidan de la vecina, del vecino, de la tía, de la madre, del padre, de la abuela. Siempre tienen a quien cuidar y a quien atender, a quien darle una vuelta para ver cómo está, a quien acompañar al médico. Entonces, esta situación económica unida a las condiciones sociodemográficas van a ubicar a las mujeres en una situación distinta que la de los varones. Sin embargo, la visión androcéntrica, y vuelvo a este punto, y me encanta traer siempre a Le Corbusier, sobre todo en esta audiencia, ¿no? A Le Corbusier, que imaginó, escribió e instaló a nivel universal en el mundo el concepto de una armonía de medidas basadas en un hombre blanco, pero que además es la altura de los custodios del Palacio de Buckingham en Inglaterra. O sea, un concepto colonial. Fíjense que me fui a mirar cuánto medían los varones franceses en la época que Le Corbusier decidió el 1,82 y el 2,26 levantando el brazo como medidas universales para la arquitectura. Y los varones franceses en promedio medían 14 centímetros menos. Siempre me pregunto cuánto mediría Corbusier, ¿no? Yo creo que que hizo una contribución extraordinaria a la arquitectura y al mismo urbanismo, ¿sí? Tuvo también estas facetas propias de su época, propias del momento, pero que hoy a todos nosotros nos toca interpelar y cuestionar. Y para analizar entonces el urbanismo, para analizar la planificación urbana, creemos que al menos 3 dimensiones tienen que ser analizadas. Y sobre todo para quienes están en esta tarea del aménagement, que creo que es la gestión de lo económico, la gestión de la fábrica urbana, me explicaba recién Christopher, ¿no? La dimensión de lo político, la dimensión material de la ciudad en la que vivimos, ¿sí? Y la dimensión del mundo simbólico. Necesitamos al menos estas 3 puertas analíticas que tenemos que además combinarlas, interseccionarlas junto a los valores sociodemográficos y a las condiciones de la población, de esa diversidad de población a la que nos referimos. Y cuando hablamos de la dimensión política, nos referimos fundamentalmente a los instrumentos de la planificación.
¿Con qué instrumentos pensamos las ciudades, pensamos el urbanismo? ¿Cuáles son los planes de ordenamiento territorial? ¿De qué manera incorporan la inclusión social o la inclusión de género? ¿De qué manera los presupuestos incorporan esta dimensión y la ponen en un lugar de privilegio? ¿Qué mecanismos para una mayor igualdad en los territorios se están usando en los distintos municipios, en las distintas ciudades? Y la dimensión material es la propia ciudad construida, esa ciudad que hay tantas cosas que no nos gustan y otras tantas que amamos, ¿no? Pero que hay que ver cómo resolver esa inclusión social, esa inclusión de género, para hacer de estas ciudades, de sus espacios públicos, diría Bertrand, espacios que realmente no estén pensados solo en clave masculina. Esos bienes urbanos que cada día son menos comunes y que deberían serlo, ¿no? La forma urbana que hoy, de cara al cambio climático y a los desafíos energéticos de la sociedad mundial, no puede seguir siendo extendida a los servicios y sus equipamientos, a cómo se ubican, dónde se ubican, el concepto que nos dio Jane Jacobs de la proximidad como atributo central en la planificación, la proximidad de los servicios, la proximidad del punto de transporte, la accesibilidad a esos puntos de transporte, la localización, como dice Raquel Rodnick, localización, localización, localización. Central, absolutamente central, define la vida cotidiana de las personas. Y la dimensión simbólica, la dimensión de la construcción de lo que yo creo que es más difícil de cambiar, ¿sí? Que son las cabezas, esas cabezas que piensan que las mujeres están para cuidar, porque se remiten a un concepto biologista, mientras las mujeres viven produciendo y trabajando, y en América Latina por lo menos, activísimas en la producción social del hábitat. Entonces creo que para este análisis que les propongo, hay que al menos tomar en cuenta dos grandes vectores. Ya lo decía Ariel. Dos grandes vectores que son centrales a la hora de planificar: el tiempo y el espacio. El tiempo, que es el recurso más escaso en la vida de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres trabajan para generar ingresos, sobre todo las mujeres que en mi país, Argentina, un país riquísimo, hay un 44% de población por debajo de la línea de pobreza. Y en ese 44% la mayoría son mujeres. Entonces esas mujeres están buscando ingreso, como creo que buscan ingresos en todas partes del mundo. Algunas porque necesitan el ingreso y otras como yo porque nos encanta trabajar y queremos trabajar. Entonces, el tiempo, el vector del tiempo, ¿no? El conocer cómo es el tiempo de las mujeres y cómo ese tiempo de las mujeres, en toda América Latina, en todos los países, aquí también hay estudios sobre el uso del tiempo, para planificar, como lo hace muy bien Bilbao, o como lo ha hecho Barcelona, ¿sí? Utilizar el factor del tiempo aplicado al espacio y a los recorridos y volver al concepto de la proximidad de los servicios y los equipamientos. Es central para la organización urbana. Conocer cuánto tiempo nos toma para ir a dejar un niño en la escuela. ¿Cuánto tiempo nos toma para llevar el viejito que no puede quedarse solo porque tiene un grado de dependencia al lugar del cuidado de ancianos? Ni hablemos cuando hay una discapacidad severa. Las mujeres son esclavas de la discapacidad. Son 24 horas,
7 días a la semana y todos los días del año. Y esto necesita de la política pública. Y esto necesita que los urbanistas y las urbanistas y los planificadores pensemos entonces en ese derecho de las mujeres a la ciudad, en ese derecho a su tiempo, a su espacio, como categoría política, pero también como categoría teórica. Porque necesitamos de la teoría para conocer, para argumentar y para poder transformar políticamente aquello que en donde queremos incidir y cambiar. Para esas injusticias territoriales, para esas injusticias que se dan de género, para esas injusticias espaciales. Porque hay que reconocer esas transformaciones que se están dando. Cada vez más hogares a cargo de mujeres, distintas formas de familia, distintos tipos de agrupamiento, distintas culturas y la violencia que sufren las mujeres. Reconocerla también como algo central para esa calidad de vida que queremos dar. Y entonces, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Cómo deberían ser esos espacios públicos? Para que cuando una mujer cruza un espacio público y le pasa algo, no sea revictimizada porque le ha pasado algo. ¿Qué carácter deberían tener esos espacios públicos? Hoy fuimos a ver una intervención urbana extraordinaria y los vecinos piden que los parques se cierren de noche por seguridad. Una medida. Ahora, si los queremos abiertos, ¿qué otras medidas? ¿No? ¿Cómo cuentan pequeñas, como dicen las mujeres en Córdoba, en mi ciudad? La verdad que si me cortan la rama esta del árbol para que la única luz que hay llegue al lugar donde camino, me voy a sentir más segura. Y eso también es urbanismo. Entonces, un instrumento que hemos trabajado es la Carta de las Mujeres en la Ciudad, que es muy sencillo como instrumento, desagregado en variables, ¿no es cierto?, en indicadores y variables, que es saber quiénes son, de quiénes hablamos, dónde se encuentran territorialmente y qué poseen. Estas cuestiones básicas que tenemos que aplicarlas a la planificación y al urbanismo. Pero no solo los valores sociodemográficos, no solo los económicos, el territorio como variable activa. Necesitamos conocer el territorio. Y el territorio en sus distintas escalas. Desde el feminismo decimos el territorio del cuerpo como primera escala. Ese territorio para esos valores simbólicos que implican las violencias. El cuerpo, mi primer territorio, del cual quiero ser dueña y decidir y caminar por donde quiero a la hora que quiero. No sé cómo es en Francia, pero en América Latina esto no es posible. La casa, que ojalá nunca sea como solución del Estado, como solución de la ville d'aménagement individual, la casa colectiva, siempre clave colectiva por sobre la individual. Y vamos a ver si llego a ese concepto. El barrio como central, el barrio porque es esa escala central de la vida cotidiana. Allí donde tienen que estar todos los servicios, los equipamientos y la ciudad, la metrópoli, que ofrece tanto, pero que parece ser tan masculina. Pareciera que el barrio es femenino, allí donde se tejen los vínculos, y la ciudad está conceptualizada como productiva y masculina. Entonces, ¿qué espacio? ¿Cómo son esos espacios públicos? Las esperas de los buses, el transporte, los recorridos. Canadá hizo una experiencia extraordinaria en Montreal y en Toronto. Canadá, una sociedad bastante tranquila, pareciera. Entonces, de noche las paradas intermedias para que las mujeres y los adolescentes y la juventud estuvieran más cerca de sus casas. No tuviera que caminar tanto. Hay estrategias y hay muchas experiencias que se han desarrollado. Cada una de estas escalas, por supuesto que no aislada, no como categorías estáticas, muy solapadas, muy vinculadas, ¿no es cierto?, pero necesarias de ser analizadas. Y entonces conocer en el territorio, ¿cuáles son los territorios prioritarios para la acción de la política?
¿Dónde deberíamos instalar lo que queremos hacer para reparar aquellas situaciones de carencias? ¿Cómo son las rutas? ¿Cómo es el transporte? ¿Cómo son los espacios públicos? Y hemos hecho algunos estudios que nos han dado unos resultados muy interesantes. Y yo les decía el territorio como variable, porque no solo comprender la vulnerabilidad de algunos sectores sociales, sino comprender la vulnerabilidad de los territorios y también algunos indicadores y algunas variables, ¿sí?, que tienen que ver con cantidad de jefaturas de hogares de mujeres, que tienen que ver con el estatus de migrante o no de la población que vive en ese territorio, que tienen que ver con el nivel de impuestos y de tasación, que tienen que, etcétera, ¿no es cierto?, con los vacíos, con las densidades. Y entonces 4 categorías: no vulnerable, medio vulnerable, alta vulnerabilidad y muy alta vulnerabilidad. Y los de muy alta vulnerabilidad son los oscuros, y también se mezclan. Pero cuando vamos a ver el espacio público en relación a estos territorios y en sus vulnerabilidades, vamos a encontrar realmente en estas cartografías, claramente se van a expresar como fotografías estáticas, como lo son las desigualdades entre los centros y las periferias. No todas las periferias, porque hay periferias muy ricas, pero hay periferias muy pobres. Y entonces, ¿cómo se dan las desigualdades? Por ejemplo, en los espacios públicos, en la calidad de los espacios públicos, pero en la cantidad y en la distancia para acceder a los espacios públicos. Este es un estudio muy interesante que hemos hecho para 3 ciudades de la provincia en la que vivo y que nos ha dado algunas pistas. Por ejemplo, entender que los territorios en condición de alta vulnerabilidad ocupan una superficie 8 veces mayor que los de baja vulnerabilidad. Este es un dato importantísimo frente al cambio climático. Esto nos está hablando de bajísimas densidades, nos está hablando de que algo se debería hacer desde la planificación urbana, o nos presenta los porcentajes más altos, las zonas de alta vulnerabilidad, y es donde más mujeres viven. Entonces, decirles que cuando hablamos de las ciudades feministas, de este concepto del urbanismo feminista, lo que estamos hablando es finalmente de la inclusión social, pero de una inclusión social que merece ser discriminada. El decir nuevamente inclusión social, como el hablar de políticas en clave de neutralidad de las políticas y decir vamos a hacer planificación o urbanismo para la población de tal ciudad, para las personas, para las familias, y no discriminarlas en varones y mujeres, no nos lleva a buen puerto. Estamos omitiendo a buena parte de la población. Entonces también la inclusión social sola como concepto no basta. Necesitamos hablar de la inclusión social y de género, de la inclusión de los grupos LGTBIQ y más. Hay países como el mío que tienen legislaciones, leyes nacionales de unión de las personas de un mismo sexo. Pero esa ley nacional no se va a verificar en la acción de las políticas territoriales, ni habitacionales, ni de servicios. Ni siquiera en cómo se resuelven los servicios de los toilettes, de los baños en las edificaciones públicas. Desde esa escala pequeña a la gran escala. Entonces, de nuevo, ¿no?, los conceptos de la proximidad, de la accesibilidad, de la seguridad, del cuidado ambiental, de las voces de la gente, de la participación, de la escucha. Necesitamos escuchar qué piensa la gente, no solo decidir. Entonces, las metodologías participativas son centrales. Voy a cerrar con 3 ejemplos. Un ejemplo sobre lo público. ¿Cómo hacemos para cambiar esto que nos parece que no está bien, que no incluye a las mujeres?
¿Cómo hacemos en las empresas del Estado? Y entonces en Buenos Aires, en la poderosa provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Obras Públicas, en el programa de mejoramiento ambiental, se han hecho unos dispositivos para equilibrar las diferencias entre varones y mujeres en las contrataciones de las obras. Entonces, por ejemplo, cuando se va a una licitación, una empresa que muestre que la jefa de obra es mujer va a tener mayor puntaje que la otra. Una empresa que muestre que su directiva está compuesta por varones y mujeres va a tener un porcentaje mayor. Una empresa que en sus obreros muestre que hay una inclusión de por lo menos un 30% de mujeres operarias va a tener un puntaje más alto. Son medidas de equiparación frente a las desigualdades que existen. Necesitamos repensarlas, formularlas, argumentarlas, porque cuando vamos a ver lo que dice, por ejemplo, el gremio de la construcción, que se está interesando felizmente en estos temas, porque hay una voluntad política desde el gobierno nacional en mi país, dicen que solo el 5% de sus sindicalizados son mujeres. Hay que ver además dónde están, atendiendo escritorio, limpiando oficinas o están trabajando en la obra. Las mujeres quieren subirse a las máquinas pesadas, las mujeres quieren dirigir obras. En las universidades hoy se reciben más arquitectas con mejores notas y mejores promedios, mujeres que varones. Entonces, frente a esto que está cambiando, también tenemos que cambiar las oportunidades en la sociedad. Los intangibles, los simbólicos. El simbólico más importante es la violencia. Ese simbólico que hace creer a la sociedad patriarcal que puede abusar y violentar el cuerpo de una mujer. Entonces, las mujeres quieren sentirse seguras en la ciudad, no ir con un spray o con alternativas. Y hemos avanzado, hay instrumentos, se han desarrollado, se han probado en distintas ciudades del mundo, ¿sí? Que son todas las audiencias de seguridad en las ciudades, que son instrumentos que no implican caminar por la ciudad solamente, porque a veces se bastardean conceptos o se bastardean construcciones teóricas o mecanismos de trabajo importantes e interesantes. ¿Cómo reconocer? ¿De qué manera? ¿Cómo trabajar con esto? Y esto lo hemos seguido haciendo. Pero esto tiene que ir junto con encuestas, junto con trabajo para escuchar qué dicen las mujeres y los cuerpos feminizados y la juventud. ¿Qué dice la juventud? ¿Qué dice un joven negro migrante que vive en un barrio que a la gente no le convence mucho, al común de la gente? Y ellos dicen, más del 75%, que se sienten muy inseguros o inseguros, que cambian rutas dentro de la ciudad para sentirse más seguro. Entonces, este es el mundo que queremos transformar y en el cual pareciera que algo tiene que ver la planificación y el urbanismo, ¿no? Porque cuando se abandona el espacio público, lo que hacemos es que ese espacio público se empobrece y genera más temor. Hay un círculo vicioso que tenemos que cortar. Y en algunos barrios de acá seguramente eso sucede. Sucede que hay horas y días y momentos en donde se debe sentir temor para caminar en sus calles. Y esa es la violencia y la discriminación en los espacios públicos sobre los cuales hay que trabajar, y hay mucho producido, yo diría a nivel global y en particular en América Latina. Y hemos venido trabajando con las cartografías, con las tablas, las tablas Miró, para detectar dónde están con un método muy sencillo de semáforo, dónde están las situaciones más peligrosas y por qué son las más peligrosas, y dónde están las situaciones más amigables, las verdes,
y cuáles son las características o las intermedias, y esto se ha trabajado junto con la gente, con una serie de también variables e indicadores para poder orientar a la planificación de la intendencia en cómo trabajarlo. Las consecuencias de la violencia urbana sobre la vida de las mujeres y diversidades es una restricción a sus libertades, es una restricción a sus capacidades ciudadanas. Y entonces son sus cuerpos la base de esa opresión, de esa dominación, pero a la vez hay que decirlo que hay muchas resistencias. Esto que ven acá es arte en los espacios públicos. Hemos hecho concursos públicos de arte. Esto es la ciudad de Rosario, en Argentina, donde trabajamos junto con la universidad, junto con el municipio, y se hizo un concurso de arte entre los artistas y las artistas locales, que se hicieron instalaciones en los espacios públicos. Generar conciencia, poner esto en lo público, el espacio público también como difusor de estas cuestiones. Y la materialidad de la villa, la materialidad de la ciudad. El tiempo, vuelvo al tiempo. Eso que nos dicen que es amor, es trabajo no pago, lo dice Silvia Federici. Y la verdad que también es amor. Yo tengo hijos y tengo nietos. Y sí hay amor, mucho amor, pero también hay mucho trabajo. Y hay que reconocer ese tiempo que se dedica al cuidado, ¿no es cierto?, planteado por la división sexual del trabajo. Y este es un estudio a modo de fotografía. Padres ocupados y madres ocupadas. Ambos están ocupados. Este es un estudio del Instituto de Estadísticas de la República Argentina. Y esto que ven abajo, el amarillo, es tareas simultáneas, productivas y reproductivas y de cuidado. Habla solo, ¿no? No tengo que explicarlo. Mujeres y varones, ambos son padres y madres y ambos ocupados. Y entonces, cuando vamos al territorio, y esta es la ciudad de Rosario nuevamente, trabajando nuevamente con vulnerabilidades, lo más oscuro, lo más vulnerable, ¿sí?, y trabajando con los quintiles de ingreso, lo más oscuro, los más pobres, lo más blanco, lo más rico, la ubicación de las crèches, de los lugares de cuidado infantil. Nadie puede negar que el cuidado infantil es una demanda necesaria y que desde los 0 a los 4 años, si no hay crèche, las mujeres no pueden hacer otra cosa. Y lo hacen las mujeres. Escasamente los hombres, a pesar de las nuevas políticas de conciliación, que bienvenidas sean, ¿no? Y lo mismo con el cuidado de las personas mayores. Y ustedes pueden observar que las zonas más pobres y de más alta vulnerabilidad casi no tienen lugares, oferta de cuidado infantil ni de cuidado de adultos mayores. Quiere decir que estamos hablando de las injusticias territoriales. Esta es la ausencia, la omisión de las mujeres. Esta es la omisión de la tarea de cuidado en la planificación urbana. De esto es lo que quiero hablarles. De estas cosas tan sencillas que están tan ocultas a la hora de realmente volcar las propuestas de la planificación en el urbanismo. Los bienes comunes. Esto es Barcelona. ¿Cómo se ubican? Acá hay una alcaldesa que ha hecho una tarea extraordinaria. Este es un trabajo que han hecho Muntaner y Zaida Mouchi, extraordinaria, de generar no solo propuestas habitacionales, sino de generar lugares de los llamados bienes comunes para atender estas demandas en una planificación urbana feminista, como lo dice ella misma. Entonces, vuelvo a los conceptos. Y creo que acá voy a cerrar, porque si no se está alargando mucho. Tenía algunos ejemplos de vivienda, pero me parece que con esto está bien para que lo cerremos acá. Y es que yo creo que no podemos hablar del urbanismo ni de la planificación si no hablamos también de la vivienda. Yo creo que hay que pensar en la vivienda para poder vivir la ciudad.
y que estos dos conceptos son absolutamente interdependientes. Hoy de alguna manera lo vimos en el proyecto que fuimos a conocer acá en París. Creo que se está avanzando en esto, ¿no? Se está avanzando en romper con esa lógica de la política de vivienda del Estado que llevaba las viviendas sociales a los bordes de la ciudad y que no abogaba por la mixtura de grupos sociales, por las mixturas etarias, por las mixturas sociales, por la intensidad de uso. Estos conceptos básicos que hemos consensuado desde el urbanismo, desde la arquitectura, hace ya muchísimo tiempo, pero que tenemos que revisitarlos, como los conceptos básicos para los temas climáticos, ¿sí? Básicos, las orientaciones, la ventilación cruzada, para realmente bajar los niveles de temperatura frente al cambio climático y poder tener menos gasto energético y mejores condiciones de habitabilidad. Entonces tenemos que pensar en las densidades. Me dio mucho gusto recorrer ese proyecto hoy. Quiero agradecer a Ariel, quiero agradecer a toda la gente que me brindó esta oportunidad realmente, porque también ver las densidades, la solución de la vivienda y de los servicios en densidades medias y medias altas, combinando densidades, porque mucho se habló durante la pandemia y la pospandemia demonizando las densidades urbanas, y creo que esto es un error. No se ha probado que fueran las densidades las que produjeran mayores decesos en la pandemia. Lo que ha producido mayores decesos fue el hacinamiento, fue la pobreza en New York y en Buenos Aires. Fue en el Bronx, fue en los barrios de los latinos, las negras y los negros. No fue en Manhattan. Entonces, no nos confundamos. Busquemos analizar esto con todos los cuidados, ¿no? Las densidades medias, las densidades altas. ¿Y por qué defiendo esto? Porque vuelvo al concepto de lo colectivo. Lo colectivo por sobre lo individual. Porque solo en las viviendas colectivas las mujeres van a poder encontrar los sistemas de servicios y equipamientos y la colaboración empática para poder tener tiempo. Para que el tiempo que demanda el cuidado, el tiempo que demanda la reproducción de la vida en toda su faceta, esté mucho más próxima, más cercana, más en redes solidarias, más en la CRES a 100 a 200 metros, ¿sí? En el poder usar la bicicleta y tener dónde dejarla, en de tener dónde guardar el coche del bebé, estas cuestiones que hacen a la calidad de la vida cotidiana y que de esto se trata. Muchísimas gracias. Alors, avant d'interroger Bertrand, moi je voulais insister, mais il y aura beaucoup de questions là-dessus, sur l'importance de la donnée, de la représentation, donc de l'objectivation. ¿Entiendes? Et juste une question à Anna. Comment vous étudiez la question de la vulnérabilité? Comment est-elle définie? Sí, hemos hecho un estudio bastante exhaustivo al respecto, ¿no? Con una serie de variables que son sociodemográficas, económicas y que tienen que ver fundamentalmente con el territorio.
Por ejemplo, nivel de impuesto sobre la tierra, tasación del valor de la tierra, densidades del sector. Después, sociodemográficos tales como cantidad de migrantes. También en Argentina hay una fuerte migración, ¿no?, de países vecinos y de otros países. Entonces, las condiciones de migrantes es una condición muy particular, ¿no?, para esto. Porcentaje de hogares de mujeres a cargo de mujeres, solo a cargo de mujeres. Cantidad de dependientes. Hay un dato muy interesante y es que ustedes saben que las tasas de fertilidad han bajado enormemente. Hay países, curiosamente los países que tenían las más altas tasas de fertilidad, como España e Italia, son los que han llegado a un punto de peligrar en llegar a la tasa que realmente mantuviera el nivel de reproducción de su propia población. Lo estaban equilibrando las migrantes. Hay estudios muy buenos, sobre todo en Andalucía, sobre este tema, ¿no? En América Latina se da, según los datos de CEPAL, que las mujeres pobres tienen más del doble de hijos que las mujeres ricas. ¿Sí? Entonces, este es un dato muy importante para la planificación territorial. Cuando nosotros estudiamos lo que yo les mostré para Rosario, en los lugares de creche ubicados en las zonas más ricas de la ciudad de Rosario, la mayoría, y en las áreas más pobres, de más baja densidad, de mayor cantidad de población y de mayor cantidad de infancia, no había lugares de... Entonces esto marca las vulnerabilidades. Hay un set de indicadores al respecto que nos han permitido hacer 4 categorías gruesas, pero que son suficientes para el análisis y la propuesta de la política, creemos. Merci. Alors, vous savez que vous pouvez poser des questions tout à l'heure, ainsi que sur le chat. Et on demandera à Clélia Fortier de nous résumer les questions. Alors, moi, j'aimerais demander donc, à un homme féministe, Bertrand Masson, comment tu t'es emparé du sujet alors qu'il n'y avait aucune commande politique. Alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'en général, c'est l'expérience qui ressort de tous les travaux des jeunes équipes, et surtout des jeunes équipes qui travaillent sur l'urbanisme féministe, elles se heurtent au service technique. Et là, on a au contraire un responsable de service technique qui entreprend tout seul de se poser la question de l'usage de l'espace public par les femmes. Alors comment ça s'est passé ? Alors, tout d'abord, c'est suite à un constat. À un moment, j'ai compris que l'espace public n'était pas utilisé de la même façon par les femmes et par les hommes. Et en fait, tant que j'ai pas eu ce constat, déjà, ce sujet n'existait pas. Et au même moment, on était en train d'aménager la grande promenade sur les quais rive gauche à Rouen, donc qui a été réalisée en partie par Jacqueline Hosty et puis par In Situ. Hein. On a été Grand Prix national du paysage, et on était en train de réaliser la partie section sportive, où on avait prévu dans le projet une succession de city-stades. Et voyant que l'espace n'était pas utilisé de la même façon par les hommes, par les femmes, et que certains espaces n'étaient pas finalement utilisés du tout par les femmes, regardant un tout petit peu ce qu'était un city-stade, je me suis dit, mais à ne faire que des city-stades, on est sûr de n'avoir une utilisation globalement que masculine. D'où une réflexion un petit peu en urgence en se disant on ne peut pas continuer comme avant, il faut qu'on tente quelque chose, il faut qu'on y aille, il faut qu'on essaie de trouver quelque chose qui puisse être plutôt féminin, et puis surtout qu'on se donne le droit de se tromper, c'est-à-dire que si on y va comme ça sans filet, qu'on se donne le droit de se tromper et de pouvoir réparer si jamais ça ne marche pas. Donc on est parti sur un projet d'une piste de roller derby, qui est un sport sur patin à roulettes, à l'origine 100% féminin, qui devient un petit peu plus mixte, mais qui à l'époque était quand même est toujours très féminin, qui est un espace de grand jeu, à peu près à la taille d'un city-stade. Et l'idée était de se dire, c'est assez simple, on va mettre une piste de roller derby à la place d'un city-stade.
Ça coûte rien, c'est un coup de peinture au sol. Au pire, si ça marche pas, on reviendra mettre un city-stade. On va voir ce qui va se passer et voilà. Ça permettait de l'intégrer aussi dans la conception générale du jardin et de pouvoir tenter quelque chose qui était alors là aussi très genré, c'est-à-dire qu'on avait plutôt des city-stades garçons, plutôt la piste de roller derby filles, mais c'était le moyen d'agir très vite et de tenter cette appropriation de l'espace. Bertrand, est-ce qu'on peut faire ça sans commande politique quand on est responsable des services techniques ? Parce que c'est quand même... oui, on fait oui. En fait, ça a été de se dire, si on fait des city-stades, on va répondre au projet prévu. Si on l'enlève, on l'inscrit quand même dans la dynamique globale de la commande politique qui était faites un jardin sur les 3 km le long de la Seine. Donc on était tout à fait dans la commande politique. Après, on va dire le détail du projet de tel ou tel espace, il relève plutôt des équipes de maîtrise d'œuvre, des équipes de maîtrise d'ouvrage. Donc on va dire un peu moins des élus. Donc on est parti comme cela. Très vite, on a vu un usage de la piste de roller derby par des femmes qui, elles, ont compris ce à quoi ça ressemblait et à quoi ça pouvait servir. On a été les rencontrer, on a été discuter avec elles, on a pu voir ce qui fonctionnait, ce qui dysfonctionnait, et à partir de là, de commencer à faire remonter le sujet et de pouvoir faire exister ce sujet de la place de la femme dans l'espace public pour en échanger avec d'autres services au sein de la métropole et de la ville, et puis aussi en parler avec les élus pour pouvoir raccrocher ça après à une dynamique qui est devenue un peu plus amplifiée par la suite. Et qu'est-ce que ça a entraîné ? Est-ce que ça a été au-delà de l'espace public, sur par exemple la place des équipements ou bien la conception de l'habitat, tout ce que raconte Anna sur la montée en puissance de la réflexion sur la place de la femme et de l'enfant finalement dans la ville ? Alors, sur les équipements, sur l'habitat, pardon, je vais prendre ce premier sujet. C'est vrai que aujourd'hui, c'est un sujet qu'on n'a pas du tout investigué, donc on n'y est clairement pas. C'est un vrai chantier, clairement. Sur le sujet des équipements, on retrouve exactement des statistiques similaires, c'est-à-dire qu'on a dans le parc de logement social des familles avec plus d'enfants que dans le parc libre. Donc en gros, les populations les plus pauvres, c'est là où il y a le plus d'enfants. Et si on positionne les équipements petite enfance, que ce soit crèche ou école, c'est là où il y en a le moins, quoi. Donc on est en train de travailler sur des quartiers politiques de la ville où on est en train justement d'essayer de réfléchir à comment travailler cette carte et petite enfance et scolaire pour faire en sorte que les équipements soient au plus près des familles et puis faciliter en effet la vie des accompagnants qui sont souvent des accompagnantes, puisque souvent ce sont les femmes qui sont accompagnantes. Et est-ce que vous avez l'intention d'aller plus loin ? Par exemple, moi j'avais étudié les cas en particulier de Barcelone, mais surtout du Pays Basque. Le Pays Basque a été extrêmement innovant à cet égard, et notamment San Sébastien. Ça va jusqu'à réfléchir à la mobilité, faire la carte de la ville interdite, ce qu'a montré Anna. La ville interdite, c'est là où les femmes se font agresser. C'est comme ça que l'histoire a commencé à San Sébastien. Et est-ce que vous pensez faire ça ? La carte de la ville interdite, qui peut entraîner un travail sur l'éclairage, sur les passages, etc. Et la question de la mobilité, qui est très importante, c'est-à-dire qu'en fait, quand on tire le fil, il y a beaucoup de choses qui viennent derrière. Est-ce que c'est votre intention de poursuivre, en partant d'abord de l'espace public, pour aller vers ces dimensions-là ? Oui, alors tout à fait. Sur la notion des espaces interdits en ville par les femmes, dans leur vécu, dans leur ressenti, alors c'est des lieux d'agression et c'est des lieux aussi de sentiment d'insécurité, ce qui est extrêmement important. Cette question du ressenti qui n'est absolument pas le même quand on est un homme que quand on est une femme. Et donc on a mené des travaux sur des espaces de jour ou de nuit, là où je me sens bien, là où je me sens pas bien, quand on est femme ou quand on est homme. Un gros travail aussi, on a beaucoup évoqué les sujets de mobilité. Notre entrée, au démarrage, elle a été dans une version un petit peu, un angle un petit peu différent. On avait quelques réflexions en cours sur la question de l'insécurité ou du sentiment d'insécurité dans les transports en commun, donc sur une question de déplacement. La réflexion qu'on a menée sur le parc, c'était de se dire on va aller sur des endroits où on va plutôt permettre aux femmes d'être
posé à un endroit. Alors c'est pour faire une activité physique, mais c'est pas dans une notion de déplacement. C'est une notion de j'ai le droit en tant que femme à être immobile, à l'immobilité. Et pour nous, c'est un axe de travail extrêmement fort. Il a été double, c'est la notion de l'immobilité, le droit d'être assise en ville ou d'être à un endroit pour discuter ou pour jouer. C'est une notion d'immobilité, c'est pas un déplacement. Et de créer du positif, c'est-à-dire de ne pas venir en lutte contre du sentiment d'insécurité ou de l'insécurité réelle, mais de créer du positif. C'était ça l'angle d'attaque et sur lequel on veut continuer de travailler. Et ce qui est très intéressant, notamment sur la piste de roller derby qu'on a suivi après avec un travail avec une étudiante en sociaux, et puis des rencontres qu'on a fait avec les femmes qui venaient sur cette piste-là, c'est qu'au début, il y a eu une appropriation par les femmes qui sont venues tourner sur la piste, par énormément d'autres usages qui ne sont pas que féminins, qui sont mixtes, qui sont intergénérationnels, qui ne sont pas que sur roulette, puisque finalement, cet espace n'étant pas affecté et n'étant pas perçu comme c'est une cage un city-stade, on sait que c'est une cage de foot, etc. Donc on n'ose pas aller s'asseoir au milieu, pique-niquer ou faire du roller ou danser sur un city-stade. Là, comme c'est pas trop affecté, on a pu avoir d'autres fonctions, d'autres usages qui étaient très intéressants. Et après, et c'est là où c'est assez compliqué, c'est que les femmes et les filles sont venues tourner, et donc ça a été perçu comme, entre guillemets, un endroit où elles étaient présentes, et donc est arrivé des travers qui sont chouette, il y a des femmes, et donc certains garçons ou hommes sont venus en se disant, voilà, et on retrouve tout un système de drague, mais de drague au sens lourde, et donc un phénomène alors insécurité, je sais pas, on n'a pas été testé, mais en tout cas de pas très à l'aise, voilà. Donc et on voit que ce travail, il est en permanence à réajuster si on veut le tenir dans la durée. Et alors, je voulais savoir si dans le réseau en fait des services techniques de ville vous vous rencontrez. Est-ce que, à votre avis, en France, il y a des villes qui bougent comme chez vous? Est-ce que c'est un sujet dont vous parlez quand vous vous rencontrez ou pas encore? Alors, pas beaucoup, malheureusement. Pas assez, en tout cas. En fait, ce qui est très compliqué, c'est que les sujets qu'on discute quand on est en réseau, c'est plutôt les sujets, entre guillemets, c'est le dur, quoi. C'est le hard, voilà. Et là, c'est du soft. C'est-à-dire que tout l'aménagement pour les publics fragiles, pour les femmes, c'est du petit ajustement. C'est une question de sanitaire, c'est une question de positionnement de banc, c'est une question d'éclairage, ou d'ailleurs des fois de non-éclairage. On voit qu'on a, selon les secteurs, des équilibres un petit peu différents. Et c'est pas très démonstratif et c'est pas évident voilà, c'est pas du hard, quoi, voilà. Et donc c'est un sujet qui est pour l'instant assez peu, en tout cas en échange entre territoires, et c'est clair que ça manque parce que nous, ce qu'on retient du travail qu'on a mené, qu'on poursuit et qu'on mène sur d'autres champs que directement la partie aménagement, c'est que clairement, si on est vers la solution, on va se tromper, on va reproduire le phénomène du city-stade en disant c'est simple, je sais, il suffit d'eux et je vais poser ça, puis c'est réglé. Il faut qu'à chaque fois on se re-questionne, qu'on se re-questionne par rapport au lieu, par rapport à l'époque dans laquelle on est. C'est pas pareil aujourd'hui, post-Covid notamment, qu'il y a encore 4-5 ans, par rapport à la population qui fréquente le lieu, et ça oblige à chaque fois à se re-questionner et tout. Et on est sur vraiment quelque chose une approche, peut-être plus fine que des solutions techniques sur des gestions de mobilité ou de. C'est un état d'esprit, c'est une autre philosophie de pensée. Ce n'est pas des recettes. Ce ne sont pas des recettes. Voilà, oui, c'est vraiment pas des recettes. En tout cas, ça, c'est ce qu'on retient aujourd'hui. C'est une autre façon de penser, de se questionner, et ça à tous les étages. Dès le sujet de la concertation, par exemple, je vais faire juste une petite anecdote sur un sujet comment dire, dans une concertation sur des salariés qu'on avait rencontrés dans un quartier d'affaires, et on se baladait en ville et on parlait sur cette place-là, est-ce que vous vous sentez bien et tout. Puis une femme dit
Moi, à partir de 17h, l'hiver, le soir, la nuit, je me sens pas à l'aise. Et puis un homme intervient après en disant « Ah, mais moi, tout va bien, je me sens bien ». L'homme n'a pas voulu du tout clasher la femme, il a juste fait part de son avis. À partir de ce moment-là, à partir du moment où l'homme a dit « Moi, ça va », c'était fini. Il n'y a plus aucun sujet d'insécurité pour personne. Plus aucune femme n'a osé s'exprimer parce que c'est, je pense, toute la situation de la victime et de se sentir faible, mise en cause, ah ben c'est ma faute, si lui il y arrive, moi j'y arrive pas, etc. Donc voilà, donc tout un travail sur la concertation pour aussi faire émerger la parole des femmes ou des publics fragiles sans la présence ou des hommes ou des publics plus forts pour que on arrive à collecter le maximum de matériaux et justement cette donnée-là qui vient répondre à nos interrogations et pouvoir l'adapter à chaque fois, à chaque intervention, plutôt que de se dire oh, bah, c'est simple, il suffit d'eux et puis on déroule et on va gagner du temps. Alors juste une question avant de vous poser à tous les deux des questions d'avenir. Vous m'avez dit que c'était fragile, c'est-à-dire que vous avez des avancées significatives à Rouen et à l'échelle de la métropole, ce qui est bien, c'est pas seulement la ville. Mais vous m'avez dit c'est très fragile. C'est porté politiquement aujourd'hui. Il y a des services qui sont convaincus, mais ça peut basculer. C'est extrêmement fragile. C'est fragile, alors notamment là, je reprends l'exemple de CityStat qui est quand même une caricature du sujet, un peu comme la cour d'école. Sur un CityStat, voilà, qui était aménagé, qu'on avait essayé de faire, comment dire, un petit peu plus, entre guillemets, déstructuré qu'un CityStat habituel, c'est-à-dire pas entouré de grillage complètement, les panneaux de basket pas aux normes, etc. Et il y a une volonté tout à fait légitime qui s'entend complètement. Moi, de dire tiens, on va transformer ce CityStat en quelque chose de plus aux normes avec des pare-ballons, etc. Et là, on sait que plus on va aller vers ça, moins on va avoir une pratique ouverte. Et cette dynamique-là, elle vient entre guillemets détruire une petite avancée qu'on avait faite. Donc il faut qu'on retravaille avec tout le monde, avec les équipes, avec les élus concernés, pour les sensibiliser au sujet, leur expliquer que maintenant, attention, rien que de l'entourer complètement de grillage, c'est fini, c'est un recul en arrière, et on voit qu'en permanence, il faut qu'on tienne ce sujet-là. Le sujet des sanitaires, c'est rien, mais il faut les entretenir. Et on a eu, notamment sur un espace qu'on a aménagé, des sanitaires qui ont été posés, qui ne pouvaient plus être entretenus, qui se sont retrouvés fermés. Et donc à ce moment-là, on a une inégalité d'accès à l'espace public entre hommes et femmes, notamment du fait que les femmes sont accompagnantes et de personnes âgées et d'enfants, qui a été criante. Donc heureusement, ça s'est réouvert. Voilà. Mais on voit que c'est très fragile. Et ouvrir un toilette ou pas ouvrir un toilette, c'est pas visible. Hein. Voilà. Et déjà, un toilette, c'est quasi un non-aménagement, mais alors le fait qu'il soit ouvert ou pas ouvert, voilà. Alors, il faut tenir bon et continuer. Alors, avant de vous donner la parole, je voulais quand même poser à nos deux intervenants. Je pense que Anna a réagi au propos de Bertrand. Ils ne se connaissaient pas. Donc maintenant, ils se connaissent et ils ont réagi. Donc, j'aimerais bien que Anna réagisse au propos, mais surtout aussi que Anna nous dise comment on peut aller plus loin. Comment on peut encore progresser sur cette question. Puis je poserai la même question à Bertrand. Sí, bueno, Bertrand, merci beaucoup. Es maravilloso, te voy a invitar conmigo a Argentina. No, pero creo que es fantástico porque estamos haciendo avances. Hay avances sustantivos, hay que decirlo. Creo que hoy en día el solo hecho que la Villa Management estemos aquí hablando de este tema, ¿sí? Y que tengamos muchos hombres en la audiencia y que tengamos un colega como Bertrand contando lo que están haciendo con el espacio público, está hablando de los avances. Pero somos un puñado. Necesitamos ir por mucho más, ¿no es cierto? Entonces creo que hay que hacer articulación de actores. Esto es a partir de la experiencia de nuestro trabajo con los municipios,
en Argentina y en América Latina. Nos parece importante la articulación de actores. ¿Y qué quiere decir esto? A ver, articular con las organizaciones de mujeres, con las organizaciones feministas, como decía Bertrand, escuchar qué dicen, conocer sus opiniones, generar metodologías participativas probadas, que no es solo juntarse a hablar, hay metodologías muy ajustadas. Articular con las universidades. Las universidades tienen mucho para decir. Con los mismos y las mismas decisoras políticas hay un compromiso que tienen que asumir. Con quienes están como el Club Villa Management, es central este apoyo, el poner este tema acá en debate. Entonces, y muchos más, ¿no? Creo que la articulación de actores es algo muy importante. Los institutos de estadística. Necesitamos trabajar junto con los institutos de estadística, ¿sí? Tener muchas más encuestas, lo decía también acá el colega, conocer, ¿no es cierto? Nosotros estas encuestas que hemos hecho, ahora la estamos haciendo en otras ciudades ciudades intermedias, más chicas, porque también los problemas no son todos iguales, ni las prioridades son todas iguales. Una prioridad, a lo mejor el transporte en un área metropolitana como París, o como la Ciudad de México, o como el Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, es central. Pero a lo mejor en una ciudad pequeña o intermedia menor, en donde todavía, que es una ciudad compacta, en donde todavía la gente puede caminar o ir en bicicleta, el transporte alternativo es la prioridad. Y cómo lo resolvemos, ¿sí? Entonces, me parece que hay que conocer cuál es la prioridad. Yo creo mucho en las escalas de aproximación, en las escalas de las ciudades, pero también dentro de las ciudades, en lo que les dije antes, cuáles son las escalas de los territorios donde actuar. Y entonces conocer en profundidad. Conocer los territorios. Hoy, Bañolet, fuimos hoy, ¿sí? Conocer el territorio. ¿Qué ofrecía? ¿Qué oportunidades hay? No se trata de demoler, eso está en contra del cambio climático, del gasto energético. ¿Cómo reciclamos? ¿Cómo damos nuevas funciones, nuevos usos? ¿Sí? Entonces, me parece que las alternativas, siempre pienso que tenemos que mirar por entradas analíticas diversas y concurrentes, ¿sí? Para poder realmente tener posibilidad. Y la formación, la formación. Pero la formación no solo en las universidades, en las escuelas técnicas, la formación a quienes están trabajando, a quienes están contribuyendo desde distintos espacios a esa fabrique de la ville, ¿no? A esa fábrica, a esa construcción de la ciudad, ¿no? La ciudad es maravillosa, es donde habitamos, es la que nos genera todas las oportunidades, pero también puede ser muy perversa, y eso es lo que no queremos, ¿no? No queremos la obscenidad de una pista de esquí en una ciudad que tiene un promedio de 30 grados. ¿Cómo hacemos frente a estas cuestiones? Y esto no quiere decir que no haya desarrollistas y que no haya proyectos especiales y que no, pero ¿cómo vamos tejiendo estas búsquedas para realmente poder tener ciudades más vivibles? Créanme que si hay desigualdad, si seguimos instalando como principio la desigualdad en este mundo global, vamos a tener serios problemas. Y pareciera que el problema entonces está en la mucha riqueza, ¿sí? Entonces, algo nos tiene que hacer reflexionar.
Pero también el problema está en omitir sujetos, en creer que omitiéndolos no existen. No. Somos de una diversidad riquísima, maravillosa, la condición humana. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar esa diversidad? Y en esa diversidad las mujeres que estamos en todas, en las étnicas, en las etarias, en todas las diversidades estamos. Somos más del 50% de la población mundial y resulta que seguimos proyectando en base a un concepto universal masculino. Entonces, esta es mi apelación, ¿no? Lo que tú has dicho, gracias. Bertrand, alors comment on peut progresser? Il y a des marges de progression considérables. Il y a des marges de progression considérables. Je crois qu'en tout cas, dans nos métiers aujourd'hui, le regard sociologique n'est pas suffisamment présent. Et c'est ce qu'on a vu au travers justement de nos premiers aménagements. Après, on a travaillé avec des étudiantes en sociaux pour venir regarder ce qu'on avait fait, comment ça fonctionnait, comment ça dysfonctionnait, regarder des espaces sur lesquels on n'était pas intervenu encore aussi, les comprendre avant intervention. Et c'est vrai que ça, c'est les moyens... Enfin, c'est un des moyens, je pense, d'ouvrir son regard et d'être en capacité de se questionner. Et puis de voir si finalement, d'essayer de comprendre ce qu'on a pu aménager ou comment un bout de territoire fonctionne et peut-être de voir un peu les mesures correctives qu'on peut apporter. Et ça, je pense que c'est vraiment un levier fort parce que c'est des clés de décodage que nous, on n'a pas nécessairement par notre vécu, par nos pratiques, etc. Et souvent que les équipes, globalement, en aménagement, c'est pas le cœur de métier et donc c'est quelque chose qui est assez faible aujourd'hui. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'on essaye, nous, de mettre en place de plus en plus. Et puis, t'en parlais, c'est la question de l'écoute. Enfin, vraiment, le choc de déconcertation. Concertation, hein, c'est... alors d'abord, ça dépend de la question qu'on pose, mais ensuite, c'est plutôt un blanc homme, 40 ans, ou alors c'est que des cheveux blancs, mais c'est tout, quoi. Donc, et après, on pense avoir concerté et écouté tout le monde, alors que pas du tout. Et donc, de changer la façon de concerter, d'avoir des horaires, des moyens, des concertations dans lesquelles c'est pas toujours appelé concertation. C'est ce qu'on a fait aussi certaines fois, où on fait des balades, mais on n'appelle pas ça de la concertation, et on collecte énormément de matériaux dans les discussions, dans les exercices qu'on fait faire. Les fameuses marches urbaines qui sont vraiment une méthode de plus en plus agitée par ces nouvelles équipes d'ailleurs qui se développent et qui développent des pratiques de concertation très différentes dont certaines sont présentes dans la salle. Voilà, ce qu'on appelle marche exploratoire, hein, historiquement, voilà, qu'on fait avec des publics femmes, qu'on peut faire avec des publics âgés aussi. On va essayer de faire ça sur justement la notion des publics fragiles, qui est peut-être aussi une autre porte d'entrée. Par rapport justement au terme féministe, hein, qui des fois, chez certains hommes et aussi chez certaines femmes, fait peur. Et voilà, fait peur, je ne sais pas pourquoi, enfin, ou en tout cas, et un terme qui est aujourd'hui est perçu parfois comme repoussoir. Il faut l'entendre et peut-être jouer différemment. Et on travaille beaucoup, nous, sur le terme de public fragile, qui permet d'englober finalement tous les publics qui ne sont pas, à un moment ou à un autre, en situation de domination. Donc de dominant, pardon. Voilà, donc bon, alors le blanc mâle, etc., il est souvent dominant, mais il suffit qu'il se casse la jambe et tout d'un coup il est moins dominant et il rentre dans la catégorie PMR. Et donc par rapport à des gens actifs, il est plus dominant. Et donc de travailler sur la question public fragile, ça permet des fois, ce terme-là permet de se dire qu'à un moment ou à un autre, tous dans notre vie, on a été enfant et on sera public fragile quand on sera vieux ou vieille. Et puis dans notre vie continue, on peut avoir un accident de la vie qui nous fait que financièrement, tout d'un coup, on bascule d'un mauvais côté. Et ça peut être un souci de santé et ça peut être un éloignement et tout d'un coup, on devient fragile aussi. Si par rapport à la question du temps, hein, qui est une ressource et une richesse extraordinaire, si pour X raison on se retrouve à avoir 2 heures de transport, on devient public fragile. Et donc de travailler sur cette notion de public fragile nous semble être aussi une entrée, nous, d'acceptation et d'éviter de braquer. Voilà. C'est quand même bizarre que ça braque en France et pas en Espagne.
En Espagne, le terme féministe ne pose absolument aucun problème. Et en France, ça en pose. Moi, j'avoue que ça m'interroge. Et en Amérique latine, on parle de féminisme, c'est très étrange. Mais bon, je ne vous demande pas de répondre. Il y a des questions dans la salle. Donc, il y avait une jeune femme ici, mais je ne vois pas de Blanche n'est pas là pour passer le micro. Vous vouliez prendre la parole. Alors, il me faudrait quand même vous passer le micro, ou alors vous venez ici avec nous. Et puis, je vais demander à Clélia s'il y a des questions dans le chat qu'elle pourrait nous retransmettre. Voilà, comme ça, c'est très bien, on vous verra. Et vous êtes ? Bonjour à toutes et tous, je suis Laure Kayat, architecte urbaniste de formation et je travaille actuellement à l'Agence française de développement. J'avais juste une petite question et malheureusement après je dois partir, mais je me demandais si dans les projets d'aménagement, vous avez votre expérience depuis votre point de vue de Rouen, mais je ne sais pas comment ça se passe dans les autres villes françaises. Est-ce que dans les CCTP ou les termes de référence, est-ce que la question du genre elle est systématiquement inclue ou c'est encore faire preuve d'innovation que d'en parler et d'être les 2-3 féministes qui cassent les pieds dans l'équipe? Côté Rouen, c'est pas toujours inclus. Il faut y penser à chaque fois et il faut se questionner qu'est-ce qu'on veut faire, à quel moment, pourquoi. Voilà, donc on est très très loin de l'automatisme, rien que du sujet, j'entends. Voilà, de se dire ah oui, voilà. À chaque fois, il faut voilà. Et on le voit nous-mêmes par expérience sur certains projets, on l'aborde pas au stade de la programmation. C'est plutôt au stade par exemple projet, voire même des fois pendant la réalisation. Et puis il y a d'autres, on se questionne très en amont. Donc c'est vraiment totalement inégal, voilà. Alors, Anna va également répondre, mais moi, je voulais dire qu'en Espagne, c'est absolument obligatoire. C'est-à-dire que dans tous les projets, il faut intégrer la dimension du genre, y compris dans des villes qui ne l'avaient pas fait. Par exemple, à Malaga, il y a un grand projet d'aménagement. Aujourd'hui, légalement, ils sont obligés d'intégrer cette question et de mobiliser des spécialistes qui travaillent sur le sujet et qui vont faire évoluer le projet. Donc vous voyez qu'on a un retard considérable par rapport à l'Espagne en tout cas, mais Lucille Biarrot, qui a fait une thèse là-dessus, elle pourra peut-être aussi répondre à la question. ¿Es obligatorio en Argentina? No. Sí, algunos comentarios, tipo, supongo ya comentarios finales, que quería hacer, porque me pareció muy rico este intercambio. Realmente agradezco mucho esta invitación y haber escuchado la experiencia de lo que están haciendo acá, lo que está impulsando Bertrand con sus equipos. A ver, yo lo sintetizaría de esta manera. El urbanismo es política. Y entonces necesitamos realmente incidir en esas decisiones políticas de lo urbano. Cada decisión es una decisión política. Y yo creo que cuando hablamos del urbanismo feminista, no estamos hablando solo de las mujeres. Al hablar de las mujeres, estamos incluyendo e incorporando todos los sujetos omitidos, sean estos la infancia, sean estos los viejos y las viejas, sean estos los discapacitados o las discapacitadas. Y entonces creo que a este ejemplo del espacio público que nos trajo Bertrand es un muy buen ejemplo. ¿Cómo incluimos en el urbanismo y en la planificación algunas medidas que tengan que ver con esto? Ya Tonucci, desde Italia, nos viene diciendo hace muchas décadas que tenemos que volver con los niños a la calle, que los niños tienen que volver a la calle para construir ciudadanías democráticas. Entonces necesitamos de nuevo volver a la calle, a la ronda, a los juegos, los viejos que puedan volver a la calle, los viejos y las viejas, pero para eso, como lo han estudiado en Barcelona, creo, o en España, cada 80 metros tiene que haber un banco para que se puedan sentar,
porque los viejos y las viejas se cansan cuando caminan. Sí. Y además necesitan veredas anchas para ir con su bastón y su andador. Y son cosas muy sencillas de medidas, de tomar. Ahora quiero decir algo. El urbanismo no va a resolver estas cosas. Termino. El urbanismo no va a resolver la desigualdad, pero el urbanismo puede contribuir. ¿Sí? Y este es el punto. El punto es pensar desde un nuevo lugar, desde un lugar inclusivo, plural. Y cuando tú me preguntas, y con esto termino, Ariel, y te preguntas, ¿qué pasa en España? ¿O cómo es en Argentina? Yo diría que un elemento central para el avance en las políticas de inclusión de género ha sido la institucionalidad de género. Sí, sí. Donde hay institucionalidad de género, que se llama como se llame, secretaría, dirección, ministerio y centro, no sé, hay un monitoreo y un aporte permanente a la diversidad de las políticas públicas, incluidas las urbanas. Sobre todo las urbanas vinculadas a la seguridad. En Bogotá hay mucho de esto. En Rosario se ha hecho mucho de esto. En Buenos Aires, en distintos lugares. Yo creo que en España se avanzó tanto porque hay institucionalidad de género. Et donc, avant que Clélia nous dise les questions du chat, je voulais rajouter qu'en Espagne, le ministère de la Cohésion des Territoires donne tous les ans un prix au meilleur projet en faveur des femmes. C'est quand même un signe magnifique, c'est-à-dire que c'est une expression claire de l'engagement d'un pays dans cette direction. On espère que ça va durer parce que on verra bien ce qui va évoluer en Espagne. Alors, Clélia, nous avons quelques questions. Peut-être tu peux les dire ici. Alors, il y a 4 questions. Il y a une question de Célia Daoui, qui est urbaniste à l'ONG. Ah oui, je ne sais pas si ça... Ah ok, que je le baisse, pardon. Donc, qui est urbaniste à l'ONG GRET et qui vous demande de revenir sur l'analyse de la vulnérabilité territoriale dont vous avez parlé, et notamment sur les critères utilisés, les impôts ou d'autres choses. Okay. Il me semble qu'elle avait répondu puisque j'avais posé la question. D'accord, bon. ok. Sinon, il y a Sylvie Borst qui vous interroge sur ce que vous pensez de la ville du quart d'heure. Vous avez dit que vous étiez contre, et c'est un concept auquel on croit pas mal en France et à Paris. Pour quelles raisons en fait vous y êtes Sylvie Borst étant la directrice générale de Paris Métropole. D'accord. Aménagement. Ensuite, une question de Nicole Surchat. Qui est suisse. Voilà, votre avis sur la discrimination positive, parce que justement, elle est suisse en effet, et elle a proposé une formation dans une école à Fribourg sur les marches exploratoires, qui a été visiblement assez mal perçue par les étudiants. Et une dernière question de Mireille Rius, qui vous interroge sur votre opinion sur les recherches françaises, sur la question du genre dans la ville, et sur la manière dont les recherches que vous menez, donc, et plus généralement les recherches qui sont menées en Amérique latine, pourraient éclairer nos pratiques. Elle retient notamment la difficulté de faire changer les choses. Vous avez dit cambiar las cabezas. Et Lucie Tournier, pour finir, insiste quant à elle sur la nécessité des évolutivités permanentes, notamment dans l'espace public, en fait. Bon, ce sont des questions assez complexes. On va peut-être un peu les serrer parce que ça s'adresse sûrement aux deux. Bon, la question de la vulnérabilité, je pense qu'elle y a répondu. Anna, la question de Sylvie Borst, donc sur le quart d'heure. Je pense que Anna n'a pas dit qu'elle est contre la ville du quart d'heure, d'ailleurs qui ne vient pas d'être inventée, qui a déjà été inventée depuis Ebenezer Howard, mais elle relativise par rapport à la forme urbaine. Sí, permiso.
Sí, no, yo no estoy en contra. Yo creo que siempre hay distintas alternativas posibles. Es posible que acá esté funcionando la ciudad de 15 minutos. Y creo que como concepto es un concepto muy interesante, porque es un concepto de la proximidad. Lo que pasa es que también, como dije en algún momento, no todas las ciudades son iguales. A ver, la ciudad de 15 minutos puede estar muy bien como propuesta en una ciudad compacta, desarrollada. A ver, tiene que haber una serie de características de lo urbano. En las ciudades latinoamericanas, vuelvo a insistir, extensas, complejas, inasibles, es muy difícil pensar en la ciudad de 15 minutos. ¿Saben por qué? Porque hablaríamos de fragmentos de ciudades muy diferentes. De la ciudad de la segregada, fragmentada, desigual, obscenamente desigual. Entonces, en una ciudad obscenamente desigual, con fragmentos tan distintos, los 15 minutos no resuelven. Los 15 minutos no sería la prioridad. La prioridad es dónde coloco y redistribuyo servicio. Yo creo que las cartografías nos permiten un instrumento de redistribución social. Decir dónde no tenemos equipamientos y servicio. Esto es lo primero. Entonces la prioridad cambia, no sé si me explico. Y va a depender de qué ciudad hablemos. Yo creo que lo que no podemos es establecer de nuevo fórmulas, como fórmulas universales. Eso puede funcionar y como mensaje es muy bueno. Ahora no lo veo funcionando en Córdoba, la ciudad que yo vivo, que es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, de un 24 por 24 kilómetros de ejido, imagínense, con bajísimas densidades y altísimas densidades de riqueza, ¿no? La vice-présidente de l'aire métropolitaine barcelonaise Oui. m'avait dit, j'avais fait un événement là-dessus, qu'à l'échelle de la métropole, c'est la ville de la demi-heure. Elle vise la ville de la demi-heure, et que c'est déjà pas mal. Parce que la ville du quart d'heure, à l'échelle d'une aire métropolitaine, est impensable. Donc, elle essaye, à l'échelle de l'aire métropolitaine, au moins d'arriver à la ville de la demi-heure. Donc, je pense que la ville du quart d'heure, c'est quand même la ville des bobos, hein. C'est la ville dense, avec moins de problèmes. En tout cas, je pense que dans tous les propos que moi j'ai lus et échangés avec Anna, elle parle du lien entre la forme urbaine et la discrimination. Très clairement. On n'aura pas le temps d'aller très loin sur le sujet. Alors, sur la question de la recherche, moi j'ai plutôt envie de demander à Lucile si elle peut répondre. Est-ce que la recherche française est en lien avec donc les travaux qui sont menés par Anna en Amérique latine ou ailleurs? Tu peux aller là si tu veux. Donc Lucile est donc chercheuse. Elle a fait une thèse sur le sujet et elle travaille avec nous sur le thème de la recherche. Ah. Oui, là c'est bon, c'est bien réglé en hauteur, on m'entend? Oui. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Oui, du coup, moi j'ai fait ma thèse sur ce sujet. Je ne suis plus chercheuse à proprement parler, mais voilà, maintenant je suis plus dans la pratique. Alors, en France, à la fois, on n'est pas vraiment en retard parce qu'il y a des travaux qui datent des années 70 sur le féminisme et l'urbanisme qui existaient, mais qui sont restés dans la sphère militante et qui n'ont pas été pris en compte par l'urbanisme classique, mainstream, on va dire. Donc, on n'est pas en retard. Par contre, clairement, sur la mise en pratique et les liens entre la recherche, le militantisme et les politiques publiques, on n'a rien fait en avance sur notamment l'Amérique latine. Il y a énormément de choses qui ont été faites. D'ailleurs, il y a Marie-Dominique de Surmain dans la salle qui pourrait en parler bien mieux que moi aussi, une des précurseurs en France de toutes ces thématiques et des marches exploratoires, la mise en place des marches exploratoires de femmes. Et donc voilà, non, clairement, Amérique latine, on a beaucoup de choses à en apprendre. Il y a eu énormément d'expérimentations mises en pratique qui ont été faites. Et je pense notamment que les liens
qui sont faits entre l'exploitation des données telles que le fait Anna Falloux et ses collègues, qui sont très très poussés, on n'a aucun équivalent de cette qualité-là en France, ça c'est sûr. Mais ça va venir. Bien sûr. N'est-ce pas? Ouais. Sur les marches exploratoires, donc Nicolas Surchavial, qui s'est exprimé, est suisse, elle est architecte urbaniste et elle a dirigé l'urbanisme à l'État de Genève. C'est elle qui pose la question et elle a essayé donc dans son enseignement à Fribourg, Suisse, de développer ce sujet, de développer les marches exploratoires. Et elle n'a pas rencontré un bon accueil, si j'ai bien compris, de la part des étudiants. Alors comment est-ce qu'on peut défendre cette démarche de la marche exploratoire comme, au fond, révélatrice des discriminations? Sí, escuché que en Friburgo hubo problemas de rechazo. A mí no me asusta. A mí, francamente, los rechazos no me asustan. Porque en este mundo que va caminando tanto hacia posiciones conservadoras, ¿sí? Yo creo que, como dice Piketty, parece que el estado de bienestar fue una nube pasajera sobre la humanidad. Entonces, no me asusta que haya reacciones de los jóvenes si votan a la derecha. En mi país, en España, acá, en Suecia, en el estado de bienestar, ejemplo de la humanidad. Entonces, creo que hay que, más que preguntarse por lo de las marchas, hay que preguntarse por qué las rechazan. ¿Qué miedo les provoca? ¿Qué reacción les provoca querer conocer? A ver, habrá que buscar otras formas con esos jóvenes de Friburgo. ¿Sí? Habrá que ver cuál es la puerta de entrada para trabajar con ellos y con ellas. Pero yo creo que las marchas exploratorias son un mecanismo excelente y que acá en Francia se han hecho. Veo allá a mi amiga Marie-Dominique de Suremen, que lo ha hecho acá con grupos de mujeres con muy buenos éxitos. Entonces, creo que son herramientas, instrumentos, hay muchos más probados. Nosotros en América Latina lo hemos usado muchísimo para poder ubicar dónde están los puntos. Incluso se han desarrollado aplicaciones para los móviles. Acabamos de hacer una en Córdoba, la provincia donde yo vivo, para justamente los jóvenes y las jóvenes muchachas puedan rápidamente encontrar dónde denunciar o explicar el lugar, ¿no? Hay aplicaciones, la hemos desarrollado. Entonces, creo que hay muchos instrumentos. Ahora, la verdad que yo no me asustaría que los chicos de Friburgo rechacen. Iría a tratar de conocer por qué rechazaron. ¿Qué les pareció tan absurdo de esto, no? O tan amenazador. No sé, hay chicos que también hacen cosas muy feas en mi país y en otros países, ¿no? En Madrid atacaron a una niña por ser ecuatoriana y tener rasgos indígenas en el metro. ¿Sí? Hay muchas cosas feas que suceden. Ese es el transporte público y la seguridad, ¿no? ¿Cómo puede ser que porque un migrante va en un transporte público y porque tenga rasgos distintos, la otredad le genere tanto miedo a los otros que tengan que agredir? Entonces, creo que tenemos que preguntarnos sobre esto, ¿no? Alors, Bertrand voulait réagir aussi sur la ville du quart d'heure, ça fait beaucoup bouger. Après, j'aimerais bien que vous posiez des questions. Je crois qu'apparemment, il y a une autre qui arrive avec... Mais d'abord, Bertrand avait envie de dire quelque chose sur la ville du quart d'heure. Est-ce que ça marche, la ville du quart d'heure, à Rouen? Parce que toi, tu es en même temps sur la ville et sur la métropole. Voilà. Donc, en fait, à l'échelle de la métropole, même de la ville de Rouen, le quart d'heure, ça n'a pas de sens. En revanche, à l'échelle... Enfin, tel que je perçois à l'échelle des quartiers, ça a du sens. Et pour moi, la ville du quart d'heure, je la vois comme ça, à l'échelle des quartiers. Et... le quart d'heure, il s'entend ce que je peux faire en un quart d'heure à pied. Et donc, à partir du moment où on se dit ce que je peux faire en un quart d'heure à pied, on met en 1 la marche à pied, puis après, on va mettre en 2
le vélo, en 3 le transport en commun, en 4 la voiture. Et derrière, c'est créer une ville qui est certainement plus accueillante, plus douce, plus urbaine, là où on peut avoir des actions de sociabilité et ne pas faire que la traversée. On sait qu'en voiture ou en transport en commun, on traverse un espace, on risque pas de rencontrer quelqu'un. Il y a pas c'est pas un acte social. Marcher, ça peut être un acte social. On peut dévier de son itinéraire sans problème. On peut rencontrer quelqu'un, discuter. À vélo, c'est la même chose. Donc assez la ville du quart d'heure, dans ce sens-là, moi, m'enthousiasme plutôt. Et par rapport à la notion justement du temps et du quart d'heure et au fait que les femmes sont très souvent accompagnantes et notamment des petits-enfants, j'avais mené un atelier avec des gens qui sont alors plutôt urbanistes et d'autres qui ne sont pas du tout urbanistes, avec des entretiens en 1 à 1 d'abord, et ensuite une mise en commun. Et ce qui était intéressant, c'était trouver une action qui peut aider à la vie, comment rendre la ville plus féminine. Voilà. Et une personne m'avait dit, j'ai trouvé ça très intéressant, les crèches, il faudrait les mettre à l'endroit où les hommes travaillent. Voilà. Et en fait, l'idée n'est pas de faciliter la vie des femmes, l'idée est de transférer la charge de l'accompagnement chez l'homme. Et j'ai trouvé que c'était une proposition extrêmement intéressante qui vient balayer complètement finalement cette notion de l'accompagnement qu'on considère comme, entre guillemets, ce que Anna disait tout à l'heure, acquis, c'est à la femme, le care, il appartient à la femme, mais il n'y a pas de raison qu'il appartienne à la femme. Et en fait, c'est un postulat qu'on se permet presque pas d'oser questionner. Et j'avais trouvé que cette petite notion-là, était très intéressante. Et elle revient aussi d'ailleurs re-questionner derrière ça la ville du quart d'heure aussi, puisque on peut imaginer un déplacement un peu différent. Alors Camille Sachot qui est dans une société qui s'appelle Womanability. Vous voyez ce que ça veut dire? Alors Camille. Merci. Oui, c'est bon. Donc moi, je suis Camille Sachot, je suis co-gérante de Womanability, qui est une structure qui travaille sur les questions de genre en urbanisme, justement. Moi, j'ai une question, parce que du coup, vous parliez des services techniques qui sont en général réticents sur le sujet. Moi, souvent, ce à quoi je me heurte aussi, c'est la réticence de la maîtrise d'œuvre, en fait. Donc moi, j'interviens souvent en tant que, justement, entre guillemets, assistance à maîtrise d'ouvrage, soit intégrée justement au groupement vraiment de maîtrise d'œuvre, soit en tierce, quoi. Et j'ai une vraie difficulté, et je ne sais pas du coup si c'est quelque chose qui est observé aussi côté maîtrise d'ouvrage, j'ai une vraie difficulté à faire valoir de la légitimité même en fait du sujet auprès des maîtrises d'œuvre. Et à l'heure actuelle, je ne sais pas comment donc des urbanistes, et je dirais même plutôt des architectes urbanistes, sans vouloir... voilà. Alors il y a des architectes urbanistes qui sont à convaincre. Alors on va prendre plusieurs questions parce qu'on va finir à l'heure. Jérôme Gauze, qui est aussi un homme féministe, donc comme Bertrand, et qui travaille avec moi sur ce sujet et qui s'est beaucoup engagé sur le sujet. Allons-y, Jérôme. Alors, c'est pas une question, c'est plus une réaction à ce que vient de dire Camille à l'instant. On a eu en fait la même attitude par rapport à toutes les questions environnementales. On se retrouvait en fait, notamment avec des concepteurs qui n'entendaient pas toujours tous les apports en fait et l'expertise d'environnementalistes, par exemple. Une des solutions en fait, de mon point de vue, pour faire avancer le sujet, c'est non plus d'avoir en fait ce type d'expertise au sein des équipes de maîtrise d'œuvre, mais auprès en fait de la maîtrise d'ouvrage, parce qu'à partir du moment où l'expert intervient avec derrière l'appui de sa maîtrise d'ouvrage, il y a une légitimité. D'abord, il n'y a pas de débat sur les honoraires, c'est comme ci et c'est comme ça, et il y a en fait une légitimité donnée, un soutien fort donné en fait à ce type d'entrée. Si on veut intégrer au mieux et prendre finalement j'allais dire l'habitude, ou en tout cas commencer à réfléchir différemment, ça passe en fait par une prise en charge directement par la maîtrise d'ouvrage. Donc en fait, quand la commande est solide, et nous sommes au Club Ville Aménagement, donc il faut espérer que les aménageurs se mobilisent bien sur la question, et nous avons eu des réponses, même des questions
personnes qui travaillent dans la maîtrise d'ouvrage qui se demandent s'il ne faut pas faire évoluer les cahiers des charges des projets, et auquel cas les concepteurs s'y plient. Mais bon, on a bien entendu que les urbanistes ne sont pas encore assez mobilisés et qu'il y a un travail à faire de ce côté. Alors Clélia, qu'est-ce qui nous arrive là sur le... Il y a plusieurs questions là qui... Pardon, oui, il faut que je mette le micro, mais je vais juste poser mon ordinateur du coup, parce que... donc en fait, sur les marches exploratoires à Fribourg, en fait, il y a, en fait, la personne vous redemande de donner vraiment votre avis sur la discrimination positive. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez sur les marches à Fribourg, en fait. Sur l'intérêt de la chose. Oui, sur l'intérêt de la discrimination positive, en fait. Ensuite... C'est pas clair comme question. Je suis désolée. Ensuite, sur la... Nicole, est-ce que tu peux reformuler ta question parce qu'elle n'est pas très claire, c'est-à-dire qu'est-ce que tu entends par, dans les marches exploratoires, la discrimination positive? J'imagine qu'elle entend et qu'elle va répondre. D'accord. Ensuite, il y a Célia Daoui, qui sur l'analyse de vulnérabilité, qui nous dit qu'elle voulait savoir, donc elle sait qu'on a parlé des critères, mais qu'elle voulait savoir en quoi c'était une analyse genrée. Voilà. Vulnérabilité. Ah d'accord. Okay. Voilà. Ensuite, ensuite, on vous demande comment on peut rentrer en contact avec votre réseau de femmes urbanistes et votre réseau de promotion de l'urbanisme féministe. Voilà. Alors, il va falloir que vous soyez très bref dans les réponses parce qu'on finit de toute façon à 7h. Hein. On tient les horaires. Alors déjà, est-ce que Nicole a reformulé sa question sur la discrimination positive? Parce que je ne sais pas comment elle peut répondre, parce que moi, Elle dit que la formation était réservée aux étudiantes et pas aux étudiants, et que donc, voilà. Ah, d'accord. Est-ce que les marches exploratoires doivent être réservées aux femmes? Je pense que la réponse va être non, mais je ne sais pas. Non. No, yo creo que es una confusión eso, ¿no? Creer que hay un mundo, que queremos construir un mundo de mujeres separados de hombres. Yo creo que el concepto de género ya vino a revertir eso, ¿no? Creo que lo que estamos diciendo, y es lo que les dije al inicio de mi charla, es que en realidad esto es un mundo de varones y mujeres. Y de varones y mujeres y muchas más identidades sexuales que yo digo felizmente están saliendo a defender sus derechos cada vez más. Entonces, a mí me parece que no hay ningún instrumento que sea solo de mujeres o solo de varones. Que dadas las condiciones de mayores vulnerabilidades y violencias que sufren las mujeres, son las mujeres las más interesadas en colocar este tema en la agenda pública y en presionar para que las agendas de seguridad, las agendas urbanas, piensen este tema desde esa dimensión de la seguridad-inseguridad. ¿Sí? Ahora, esto no quiere decir que varones no puedan participar de las marchas exploratorias, porque también hay varones acosados. Si negamos esto, a ver, claro que hay varones acosados, claro que hay varones, cuando un varón es de origen migrante, de piel oscura, ¿sí? Seguramente, y esto pasa en mi país, voy a hablar desde mi país, un grupo de rugbyers atacó a un chico y hasta llegó a matarlo. ¿Cómo que a los varones no les va a interesar la violencia? Si también hay violencia contra los varones, que tiene una base de discriminación. Entonces no estoy de acuerdo con eso. Ahora, que van a ser mayoría mujeres, no tengo duda, porque somos las mujeres las que más
hasta en mi edad a veces sentimos temor y decimos, ¿qué nos va a pasar? ¿No? Entonces, ese es un punto que quería responder. Con respecto al estudio que hemos realizado de vulnerabilidad territorial, es un estudio con un set de indicadores y variables extensos y, por supuesto, que desde la perspectiva de género. Y está en www.redmujer.org. Lo van a encontrar. Y si no, en www.CISCSA, Centro de Intercambios y Servicio Cono Sur, Argentina, que es la ONG de la cual soy su directora ejecutiva y tiene su sede en Córdoba, Argentina. Y trabajamos junto a la Universidad Nacional de Córdoba y a los gobiernos locales. Hay mucho para compartir, yo no quiero abusar del tiempo, pero realmente hay experiencias como la que está desarrollando Bogotá, ¿sí? De las manzanas del cuidado, los centros del cuidado, que está muy próximo a la ciudad de 15 minutos como concepto, pero es otro concepto porque está atravesado por la desigualdad. Entonces, ¿dónde están las manzanas integrales del cuidado? Que no es solo cuidar niños o viejos o viejas o discapacitados, es cuidar a las que cuidan, es el derecho a cuidar y a ser cuidados, el cuidado como trabajo, el reconocimiento al cuidado como trabajo. Entonces están en los barrios que más demandan esto a una determinada proximidad o al alcance del transporte público. Lo corto porque sé que estamos contra reloj. Pero hay experiencias preciosas, como dijo la colega recién, en América Latina, que a mí me encantaría compartir con ustedes. Et donc, dans le public, il y a plusieurs équipes qui font des marches exploratoires. Est-ce que vous les faites seulement avec les femmes ou avec tous? Alors, il y a au moins Camille, Lucille, d'autres. Là, bon, alors comme Blanche n'est pas là pour passer le micro, bon, ouais. Je vais bouger du coup. Alors Camille, ça dépend de l'objectif de la marche exploratoire. Donc, est-ce que la marche exploratoire, elle est là pour recueillir de la donnée sur les pratiques des femmes et sur la manière dont elles se sentent dans l'espace public? Dans ce cas-là, oui. Parfois, on va la faire. Je veux dire, la marche exploratoire, elle dépend aussi de la capacité de mobilisation, qui n'est effective à mes yeux que si la collectivité derrière a bien fait son travail de communication. Il n'y aura jamais rien de plus efficace qu'une collectivité qui fait bien son travail de communication. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, on peut, entre guillemets, être un peu plus regardant sur les critères de participation à la marche exploratoire. Parfois, on fait avec des hommes aussi, mais on s'attache à les mettre en position, par exemple, d'écriture. Du carnet, une position d'écoute, et on s'attache souvent aussi à faire en sorte que ce soit y ait plus de femmes que d'hommes s'il y a mixité, par exemple. alors, vous vous présentez? Parce que tout le monde vous connaît, moi je ne vous connais pas. Merci beaucoup de l'invitation. Je m'appelle Marie-Dominique de Surmain. J'ai travaillé avec une autre sociologue, Dominique Poggi. Donc, les marches exploratoires, bon, je suis une amie d'Anna Falloux, cofondatrice avec elle des réseaux Femmes et Habitat en Amérique latine. Et je suis rentrée en France au début des années 2000. Et j'ai commencé à travailler. J'ai rencontré d'autres sociologues, une autre sociologue qui s'appelle Dominique Poggi, avec qui nous avons fait pour le CIV, donc le comité interministériel à la ville, des formations sur les marches exploratoires. Nous avons transféré un peu la méthodologie canadienne. Et nous sommes très attachés à la méthodologie canadienne, notamment en plusieurs étapes, avec un travail institutionnel, avec une préparation, avec les pratiques des marches, autour de la cartographie des marches, autour des pratiques des femmes. On en a fait à Rouen aussi, dans le quartier Les Lombards. Les Lombardines ont fait un film, donc voilà, 2016 peut-être, je regardais ça. Voilà, donc ça infuse. Donc Lucille aussi fait une diffusion. La ville de Paris a fait une dizaine de marches.
Et donc, comment on les pratique? Il s'agit effectivement de rendre visibles les pratiques des femmes et d'intégrer dans l'agenda public, tout ce qu'a dit Anna pendant 2 heures, d'intégrer leurs préoccupations, leurs pratiques, et parfois même de retravailler avec elles leur propre... C'est pas parce que les femmes se réunissent que immédiatement leurs intérêts sont représentés. Je donne juste un exemple, notamment, je crois que c'était à Rouen, des femmes âgées qui disent dans mon quartier, il n'y a aucun problème, parce que moi, les petits jeunes du quartier, je les connais depuis qu'ils sont tout petits, et ils m'ont jamais rien fait, il n'y a aucun problème. Et la jeune fille qui dit, ah ben non, ça c'est pas du tout mon expérience, et qui dit, moi on me siffle, moi on m'agresse, etc. On a fait avec des marches de femmes dans la banlieue parisienne, rien que l'expérience de rentrer dans un café avec des femmes dans un centre-ville, je parle pas là, c'est une ville périphérique à Paris, mais c'est le centre-ville d'une grosse ville de banlieue parisienne. Nous sommes entrés dans un café PMU, où il n'y a que des hommes, évidemment, et j'ai senti la barrière physique, le regard, rien que le regard des hommes qui nous empêchait presque de rentrer et de faire cette expérience. Toutes les femmes n'ont pas voulu le faire. Il y a des femmes qui ont dit, ah non, moi c'est pas possible, là, je peux pas, même en groupe, Et j'ai dit, si, on y va, on va rentrer et on va discuter avec le patron du café. On a fait ça dans plusieurs quartiers. On a discuté avec le patron qui dit, mais oui, moi, la mixité, je voudrais bien qu'il y ait des femmes qui rentrent. Ce serait beaucoup plus convivial s'il y avait tous les publics. Et je n'ai que des hommes. D'abord, ils crachent par terre, ils jettent tout par terre, etc. Et donc, s'il y avait un public mixte, effectivement, on vivrait mieux, tous ensemble. Voilà, c'est ça. Il y a des moments où il faut que les femmes puissent dire les choses et les sentir et les faire passer. Et à un autre moment... Voilà, la mixité, c'est notre objectif, la mixité, évidemment. C'est faire une ville pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup de ce témoignage. On n'est pas loin de clore parce qu'il va être bientôt 19h. Je crois qu'il y avait encore un témoignage, Clélia. Oui, il y avait juste encore un témoignage, c'est pas une question. Oui, c'est pas une question. En fait, donc c'est Véronique qui fait partie d'un collectif de femmes qui visibilise la place des femmes dans l'espace public et notamment dans des villes vulnérables et masculines telles que Aubervilliers en Île-de-France par exemple, et qui dit que dans toutes leurs actions, marches, manifestations, elles sont toujours très bien accueillies. Sans réticence, et qui pense qu'il faut juste un peu plus de débat citoyen et qui regrette que par contre la politique ne suive pas toujours le sujet. Voilà. Merci, je pense qu'il faut que nous tenions les temps et que nous finissions à temps. J'aurais voulu encore vous poser beaucoup de questions, mais nous n'avons pas le temps, et en particulier, moi personnellement, je fais le pari que la ville féministe sera plus écologique. J'en suis convaincue, parce qu'il y aura de la marche à pied, parce qu'il y aura beaucoup moins de déperdition. Il y aura aussi, peut-être qu'elle sera plus économique. C'est aussi l'engagement de Jérôme Gauss qui pense que la ville féministe sera beaucoup plus économique. Alors, je ne vais pas vous laisser un mot de conclusion parce que nous allons finir à temps. Et je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Et j'espère que vous allez nous suivre parce que c'est le début d'une histoire et nous avons l'intention d'aller beaucoup plus loin sur ce sujet, d'aller chercher des expériences partout, de créer de l'optimisme, de s'appuyer sur les jeunes équipes, comme vous avez pu voir, qui sont très, très mobilisées sur le sujet et vraiment pas du tout dans une attitude séparatiste, mais dans une attitude vraiment de faire la ville meilleure pour tout le monde. Merci infiniment. Merci Clélia, merci Anna, merci Bertrand, merci Blanche, merci à l'équipe technique. Et sachez que donc tout ce 5 à 7 sera en ligne. Nous avons fait aussi une petite interview de 3 minutes et demie avec Anna. Et nous ferons aussi également compte rendu, Clélia, et ça sera à votre disposition. Merci. Et le prochain 5 à 7 aura lieu le 13 décembre autour de Jean Blaise, sur la question de l'intervention de l'art contemporain pour faire la ville meilleure pour tous, comme l'urbanisme féministe. À très bientôt. Merci.